Comment savoir que la littérature est arrivée au bout de son histoire ? Comment savoir qu'elle a été vidée de tous ses pouvoirs ? Comment savoir que le dernier livre, celui qui contient tous les précédents, celui qui ne pourra plus être dépassé, a été écrit ? Il faut peut-être que ce livre ne se finisse jamais. Il faut peut-être qu'il soit à la fois conclusif et éternel. Il faut que son auteur revive sans fin son crime et sa rédemption. Il doit tuer d'un côté, puis sauver celui qu'il vient d'assassiner. Il doit s'accuser et se pardonner. Il doit se renier, puis se retrouver. Se haïr et s'absoudre. Il faut en somme que le livre soit écrit par un dieu déchu. Janco a tué l'enfant. Sans relâche, il cherche à comprendre son geste. Il a écrasé la plus faible créature de son royaume, et parce que cette créature c'est lui-même, Janco s'acharne à devenir un dieu pour retrouver l'enfant perdu. Il a, dans le meurtre d'un enfant, redéfini le crime originel de l'humanité. Abel et Caïn viennent en retard. Ce n'est pas un meurtre entre frères, non. C'est celui inévitable et nécessaire, c'est celui des années à venir sur les années mortes, c'est le meurtre de l'homme sur l'enfant qu'il a été. Ainsi est coupable l'adulte d'avoir tué en lui l'enfant innocent qui lui était tout. Ainsi croit-il inlassablement réparer cette faute, même s'il sait la tâche incommensurable, même s'il sait que seules les divinités ont le devoir de l'omnipotence et le droit au miracle. C'est pourquoi Janco, en usant de tous les pouvoirs de la littérature, le plus grand don de l'homme qui cherche l'éternité, va écrire un chef-d'œuvre absolu, peut-être devenir un dieu de papier et ressusciter l'enfant qu'il fut. Oublieuse postérité, épisode 9, le livre d'un dieu déchu. Le meurtre d'un enfant, publié en 1965 chez Gallimard, est avant tout l'histoire d'un adulte confronté à sa propre enfance et aux désillusions de l'âge. C'est l'histoire de Janco, bien sûr, jusqu'à sa 40e année, année pendant laquelle il a écrit ce récit. Comme l'annonce la couverture, le livre ne sera ni une autobiographie, ni des mémoires, mais un récit. La question de la sincérité étant insoluble en littérature, ou alors toujours mortifère, Janco évacue rapidement le problème de la mise en scène de soi, mais revient à lui tout au long du texte, impressionniste et accusateur, pour réaffirmer sa position et régler des comptes, notamment aux écrivains et intellectuels qui renient leur sang, à ceux qui enlaidissent leur bourgeoisie, qui, je cite, « n'ont pas faim, n'ont pas froid, sont gavés de bonbons et de gâteaux, couverts de jouets, fortifiés par des vacances, et disent avoir vécu en enfer. » À ceux qui se complaisent dans le rôle de l'enfant martyr, échappé aux parents alcooliques, pour se raconter à eux avant tout une fausse histoire d'héroïsme. À ceux qui, honteusement, politiquement, de toutes parts, je cite à nouveau, traitent de juive une enfance pour mieux la pousser au crématoire. Janco ne peut pas, en parfaite connaissance de cause, faire confiance au romancier pour raconter sa propre existence. Voilà bientôt 20 ans qu'il publie de la poésie, des romans, des pièces de théâtre. Si dans l'exercice des confessions, il avait la vanité de croire qu'il ne mentirait pas, ne travestirait pas, quoi qu'il arrive, il fabriquerait. Il fabriquerait l'enfant monstrueux qu'une mémoire d'adulte a décidé de s'offrir à telle ou telle fin. Alors, pour éviter l'écueil, il s'évoque, se questionne, se reprend, s'élargit. Nous ne connaîtrons de cet homme, de cet enfant assassiné, que tout ce qui est littérature, c'est-à-dire symbole, c'est-à-dire instant capital dans une dignité silencieuse. L'ineffable mystification croît dans les intentions, ces mauvaises herbes que le littérateur arrose d'encre pour y cueillir des fruits aigres et doux,
qu'il fait passer ensuite pour la récolte d'un potager sauvage. Cole écrit « Je ne crois pas aux autobiographies ». Plus loin met en cause l'infinie variation, l'inconstance de l'être adolescent. Pourquoi irais-je ordonner des faits ou des événements et prêter des raisons à cet adolescent qui n'avait qu'une envie, celle de tout casser, de tout détruire et de tout contester, qui se débattait dans un océan de passion et d'enthousiasme contradictoires, qui tantôt voulait être meilleur et tantôt le plus abominable. Être soldat de l'amour ou reître de la violence? Auras-tu le dur regard du bourreau ou celui, extasié, de la victime? C'est en somme une partie du programme de Janco. C'est en somme une mise en garde qui vaut donc autant pour lui que pour le lecteur. Esclave de passions contradictoires, esclave d'un choix que rien ne fixe, esclave des extrémités de son humanité, invoquant les mêmes raisons que Rousseau dans ses Confessions, 2 siècles plus tôt, c'est à une conclusion inverse aux Genevois que parvient Janco. L'écrivain qui fut un enfant, qui connut l'état de nature, sait que toute tentative de réappropriation de cette innocence brutale est une brutalité. Il sait que l'état de nature ne peut être raconté car il ballotte, fébrile, entre les pôles. De l'horreur d'un hérisson juif pris au piège de son tortionnaire qui l'écrase de pierre, comparant ainsi ses pulsions enfantines aux décisions réfléchies des nazis, surlignant la continuité de la pulsion de mort qui habite l'homme depuis sa naissance et l'ivresse de l'omnipotence qui ne peut réellement exister que dans l'exercice d'une domination morbide. De l'horreur donc, jusqu'à la douceur extrême quand il est aimé de ses parents, qu'il est porté, endormi, par sa mère et déposé comme un agneau dans le lit immaculé. Cet état de nature, à la fois angélique et coupable, démoniaque et pur, porte en lui une dimension inénarrable. Trancher dans la matière, choisir les moments, serait forcément recréer. L'écrivain n'est jamais un dieu face à une poussière linéaire. L'écrivain est face à un univers qui existe en totalité, mais dans le désordre. Il ne crée rien, mais s'offre le droit de trier pour ériger une forme. Toujours cette forme servira son créateur. Toujours donc, elle sera un abus de pouvoir. Janco ne sculptera pas une statue à sa gloire, mais un golem écorché. Évoquer l'enfance de l'homme, c'est être un artiste qui s'aborde. Quant au format des mémoires, c'est encore autre chose. C'est une rengaine supplémentaire qui reviendra de long en long, comme une mise en garde et comme un agenouillement devant le verbe. C'est une raison liée à la grâce de la littérature. Je ne fais pas de politique, écrit-il. Il existe pour Janco, comme il existe pour n'importe quel véritable serviteur de la littérature, une limite simple entre la soumission aux mots et la soumission à soi. La première étant noble, la seconde étant vile. C'est celle de la destination. Si écrire est le moyen d'obtenir une fin, la mise en scène avantageuse de soi, au hasard, alors l'écrivain cesse de l'être pour devenir politicien. Si au contraire, l'acte d'écriture comporte dans ce geste sa propre finalité, alors la plume mérite de ne pas être cassée. Le meurtre d'un enfant est à cet égard un véritable chef-d'œuvre. Le texte commence, olympien, mythologique, par les figures tutélaires, la mère et le père, que Janco nomme Junon et Jupiter, 2 dieux dont nous comprendrons bien vite qu'ils sont aux pieds d'argile et à l'étoffe élimée, 2 dieux d'amour, mais de colère aussi, dans les cieux qu'ils habitent, ces cieux métaphoriques qui n'évoquent rien de plus que le petit mètre qui sépare la tête de l'enfant de celle de ses parents géants. Ainsi mises en place, ces 2 effigies du ciel reviendront comme beaucoup d'autres, se répondant, se précisant, s'ajoutant ou s'opposant, disparaissant un temps qu'on croit définitif, pour ressurgir dans un souvenir essentiel, ainsi que va la pensée qui erre, qui oublie, et soudain se remémore les éblouissements morts.
Ne se limitant jamais à une famille de métaphores ou un unique champ lexical, Janco associe bien vite ses divinités colériques aux éléments déchaînés du coin de sa campagne. Ce sont les grands vents qui se lèvent quand un mot soudain tonne à l'orient de Jupiter, annonçant l'orage, et que lui répond, électrique, la voix de Junon. Ce sont les montagnes qui accourent du centre du globe et qui, à coups d'épaules de marbre ou de granit, se taillent au soleil une place éternelle. C'est toute une cosmogonie qui habite cette maison d'ouvriers. Ce sont les premières images de la toute-puissance et de l'infini. Ces deux interrogations irrépressibles de l'enfance. C'est un enfant qui se compare à un grain de mil du champ du paysan voisin quand la tempête éclate. C'est en somme une idéalisation tellurique et céleste qui donne au texte, dès ses premières pages, sa dimension à la fois sacrée et fragile. Dualité magnifique à laquelle l'auteur ne renoncera plus pour le restant du texte, et croit-on deviner, pour le restant de ses propres souvenirs. Janco va de scènes purement cavalières vers des symboles hautement spirituels. Il donne à des anecdotes universelles que tout enfance ou presque partage, la valeur symbolique que seul le coupable pris de remords, que seul le coupable qui tente de ressusciter sa victime, porte en lui. Il faut avoir les mains encore pleines de sang pour réveiller le martyr. Et ce martyr, bien sûr, c'est l'enfant. Le meurtre d'un enfant n'est rien d'autre que l'homicide collectif auquel chacun de nous se livre pour devenir adulte. Mais contrairement aux criminels que nous sommes, amnésiques et fiers, Janco se souvient. La faute, écrit-il, c'est d'avoir tué un enfant, et comme toujours tu expireras ce crime et seras hanté par cette faute. C'est pourquoi il faut que tu te hâtes d'écrire ces fausses confidences vraies, car sans doute te guette à quelques tournants l'imbécile paix qui te pétrifiera en adulte. Le sang a séché sur nos mains. Les pluies de la responsabilité ont lavé nos meurtres d'antan. Ces mains, quand nous les regardons, ce sont les années qui passent. Ce sont en elles toutes nos possessions et nos croyances, nos aspirations et nos oublis. Nos mains, parce qu'elles ne cessent de s'agripper, sont les preuves que nous passons outre, que nous sommes des menteurs et que nous perpétuons le désir de tuer. Ton crime est celui de tous, écrit-il, c'est-à-dire de personne. Et la terre est peuplée d'assassins qui plantent leurs tentes à l'est d'Éden, afin d'y mettre au monde des milliers d'innocents qui, à leur tour, deviendront des meurtriers. Janco n'est pas un politicien, n'est pas un prescripteur. Il est à l'abri de tout prosélytisme, ce qui l'ennoblit, mais l'oblige aussi. Il ne peut céder aux facilités, à l'état de fait. C'est ainsi qu'il ne se contente pas d'intenter le procès de l'adulte contre l'enfant. C'est bien plus complexe que cela. Il faut se souvenir que c'est avant tout l'enfant qui a voulu tuer l'enfant pour avancer dans l'âge. Si l'adulte est coupable de pelleter sans cesse, de couvrir le tombeau d'une terre acide et grasse sur laquelle rien ne doit fleurir, c'est avant tout chez l'adolescent qu'a cru l'idée du crime. Ce premier stigmate vient avec le désir, avec la chair. C'est celui qu'on appelle puberté. C'est à cause de cet appel du corps que se désunissent les serments amicaux de l'enfance. C'est à cause de cet appel que tu roules des épaules, tu fumes, tu craches, tu donnes à ta voix des intonations ordurières, baroud d'honneur de ton enfance, face à l'ennemi que tu veux à la fois effrayer et réduire. L'enfance est une agonie. Il lui faut des années pour mourir véritablement. Elle est soumise à ses allers et retours forcés, à ses projections vers l'âge d'homme qu'un attrait dégoûtant pour les choses du corps encourage, à ses replis sur les jeux rassurants de l'enfant. Bientôt, il faudra même maquiller l'exploit sexuel, en faire des tonnes à propos de quelques minutes, parce que nos semblables nous questionnent et nous jugent. Mais encore une fois, Janco ne se contente pas de raconter une scène, ici pour illustrer je ne sais quelle fanfaronnerie adolescente. Il va plus loin, tisse un réseau souterrain et aveuglant de liens qu'il nous donne à voir. L'expérience des racontars masculins, c'est avant tout celle d'une bien plus grave manipulation,
millénaire, et contre laquelle nous sommes sans pouvoir. C'est ainsi que dans cette première tromperie, tu commences à comprendre comment on écrit l'histoire et ce que valent les récits des plus grands exploits. Au dégoût du mensonge que l'on se fait à soi pour qu'autrui nous intègre, vient celui que fera l'homme victorieux pour endormir les peuples. La politique est inévitable quand meurt l'enfant. C'est alors la perte irrémédiable de l'éternité. Maintenant qu'on lui a ouvert les yeux, maintenant que cet enfant peut voir le monde d'après, il a peur. Il ne cessera plus jamais d'avoir peur. La part divine de l'humain vient de disparaître avec cette conscience nouvelle. L'état de nature primordial et qui permettait tous les espoirs n'existe plus. Qu'on imagine un Dieu qui douterait de sa divinité ne croirait plus en lui. Un Dieu qui se sentirait devenir irrémédiablement idole, bois, bronze, marbre, argile, objet mort de la foi qu'on lui adresse. Vous vous trompez. Je ne suis plus Dieu. Je ne fais plus de miracles. Si je marche sur les eaux, je coule à pic et j'attrape une hernie. Si je m'avise de soulever une montagne, je suis devenu mortel. Il est pour l'enfant de ce temps des brèches plus graves et symboliques que le simple appétit des hormones. Janco est né en 1925. Aussi a-t-il construit son identité à mesure que la guerre se faisait et se défaisait, dans la défaite d'abord, puis la victoire, dans la quotidienne existence d'un mal victorieux et d'un bien en débâcle. Le texte entier est parcouru par les images de la guerre, que ce soit celle de la résistance et de la collaboration, ou des combats militaires. L'une d'elles, très importante, en revient, hypnotique et biblique ou presque. C'est celle du jeune tankiste allemand, infini de beauté, qui beurre son pain avec la lame de son poignard en regardant les enfants. C'est pour Janco l'image capitale de la complexité des apparences et des contingences. L'enfant est encore informe, mélange d'humeur instable, de croyances mythologiques et d'aspirations louches. Il n'a pour l'heure de la véritable sauvagerie que des images dissimulées derrière une paroi de verre, des images affaiblies par la réification, par le monde animal, comme cette scène aux eaux durant laquelle se battent deux lions démesurés, que les songeries de l'enfance vont immortaliser et universaliser, avec naïveté et clairvoyance. C'est l'exagération de la peur, et dans le même temps le partage de cette peur, entre homme et animal, entre enfant et adulte, entre promiscuité et infini, puisque pour l'enfant, les raisons de cette bataille étaient indicibles, et pourtant, je cite, « venaient du commencement et du bout du monde. Tous les lions du monde, dans toutes les forêts, dans toutes les savanes, dans tous les déserts, dans toutes les cages de tous les zoos, peut-être les lions dont la gueule bée, lorsqu'ils sont plaqués au sol en descente de lit, peut-être tous les lions avaient-ils faim et envie de tuer. » Avec le jeune tankiste allemand, le lion devient aigle, et l'envie de tuer demeure, mais il n'y a plus de verre, plus de frontières, plus de différence entre l'enfant et ce soldat à peine adulte, de quelques années seulement plus âgé que Janco. Lui dans 5 ans. Désormais, ce n'est plus un hérisson que l'on traîne sur le chemin de la damnation, mais un vieux collaborateur sur lequel tomberont les crachats de la foule, ces pierres d'écume qui le noieront dans sa cellule de prison. Désormais, songeant à Göring et Wyszynski, il comprend que l'homme peut se faire bête pour cesser de juger en tant qu'homme celui qui est devenu, dans la mort et la guerre, une bête sans pitié. Désormais, il comprend que ce qu'il a infligé au hérisson de son enfance jamais ne s'arrête, qu'une malédiction frappe les années, que la croissance de l'homme c'est aussi continuer à rugir, à mordre, à griffer. Cet animal peut alors en venir à ne plus reconnaître sa famille, ni même l'enfant qu'il fut. Avec la débâcle, avec le tankiste, Co découvre l'impossible. Le mal peut triompher du bien. Les nazis peuvent triompher des Français. C'est une première certitude qui éclate.
Mais pire encore, ce mal est beau. Ce mal est trouble. Ce mal beurre calmement son pain avec son poignard que l'enfant voudrait toucher plutôt qu'admirer. Ce mal ne joue pas avec des véhicules miniatures, mais bien avec des tanks assassins. Ces barbares ont 20 ans, des yeux bleus, des cheveux blonds et des visages bronzés. Ils sont tout ce que tu admires à ton âge, la santé, la jeunesse et la force. Ils ne rôdent pas la nuit, ne sont pas des monstres déformés par la haine, ne sont pas en somme si différents des Français. Ils ont un corps, des uniformes, ils parlent, mangent du pain. Ils sont humains. Le diable, écrit-il, aujourd'hui se comporte exactement comme toi. Et c'est un fait. C'en est fini de l'idéalisation du paradis, du souffre des enfers. Les croyants chutent, s'abîment avec les anges. C'est la grâce que l'on assassine. Comment continuer de croire après cela ? Il faudra se mentir. Se mentir pour continuer d'habiter les années juvéniles. L'enfant se forcera à penser que les nazis, écrit-il, n'ont que l'apparence humaine et qu'ils cachent leur jeu et camouflent leur essence nazique. Pour que le monde ne s'écroule pas totalement et continuera de le faire à l'âge adulte, s'aveuglant, le divisant en deux espèces, je cite, celle des salauds et celle des types bien. Cette dualité simpliste est, il le confesse, la forme immédiate et bâtarde de la politique qu'il commencera à faire dès qu'il sut lire. À ma gauche les bons, à ma droite les méchants. Puisqu'il faut catégoriser les partis, les orientations. Si l'impulsion idéologique est donnée par la lecture, c'est son milieu qui fera le choix. Prolétaires, paysans, aux faibles horizons, aux faibles prétentions. Je crois aux caricatures, dit-il. Il faut croître, s'extraire, s'arracher, s'accomplir. Il y parviendra presque facilement. Janco deviendra le secrétaire de Jean-Paul Sartre pendant 10 ans, peu après la fin de la guerre. Le fils de famille humble, le prolétaire, est désormais un intellectuel et un artiste, un romancier et un journaliste, un penseur et un politicien. De gauche, bien sûr, d'extrême gauche, encarté ou non, communiste ou presque, haïssant la bourgeoisie, prêt à tout pour sauver les humbles. C'est à l'aune de cette réussite amère qu'il faut lire en filigrane, en sous-main, presque en sous-marin, une autre scène qui revient dans le récit. Scène assez banale d'un enfant qui voit sur l'autre rive de la grande rivière de son coin de campagne un monde féerique et riche de mystères. Se jetant enfin à l'eau, le narrateur découvre d'abord le baiser gluant de la vase, les bulles noires de ses poumons immergés, l'odeur grasse des plaques laissées à ses pieds. La désillusion se prolonge quand enfin l'autre rive se présente. C'est que rien n'est mieux que d'où l'on vient. Le jardin n'est pas plus vert chez le voisin. Janco, dépité, écrit « Il m'aura fallu l'âge pour deviner que lorsque je me jetais à l'eau, la poésie, aux aguets sur l'autre rive, et qui jamais ne me quittait du regard, s'y jetait en même temps que moi. Nous traversions en sens inverse. » Dégrisement, désespoir, désir de ce qu'on convoite puis de ce que l'on a perdu, tels sont les immédiats enseignements de cette traversée du Rubicon. Dans la vase visqueuse, dans l'eau saumâtre, dans la puanteur, c'est aussi la désillusion politique qu'il faut lire. La quête de cette gauche, la quête de cette ascension sociale, la quête du bon goût, de la bonne pensée. Cette quête, Janco l'amènera avec les existentialistes, avec les temps modernes, la revue de cette époque. Mais il finira par en revenir, dégoûté. À l'heure du bilan de ce récit, il écrit « Pour moi, la politique aura été l'immense déception de ma vie, et le marécage infect où se seront enlisés
toutes les illusions de mon adolescence. Comment dès lors expliquer ce désenchantement ? Janco le dit à demi-mot. C'est un dédoublement de personnalité qui est à l'origine de ce désir de noblesse chez ce petit provincial. Les livres éduquèrent ses idées hautes, tandis que sa famille éduqua le bas pragmatisme. Le foyer encouragea son humilité, là où l'horizon l'appelait à une ascension sans fin. À la maison, écrit-il, nous n'étions rien que des âmes simples, et les grands sentiments n'avaient pas le droit d'entrer. Mais l'autre rive n'est rien qu'un paradoxe de Zénon de plus. La noblesse des sentiments est chaque jour délayée dans ces milieux intellectuels de gauche, voire d'extrême gauche. Les hommes qui y gravitent ne valent guère la réputation qu'on leur fait. Tout est affaire de manipulation et de basse politique. On ne peut aider le petit peuple en prétendant l'extraire de sa condition. On ne peut aider le petit peuple en l'utilisant pour s'élever soi-même. Orgueil de ces philosophes fallacieux. Le jeune prolétaire parvenu en terre promise ne rencontra qu'un long carême de la pensée et de l'honneur. Il ne connaît pas d'homme, écrit-il, qui ne soit une secrète honte, une sourde défaite, et le salaud de quelque chose. C'en est fini de l'enfance, certes, mais c'en est fini aussi des illusions, qu'elles soient sartriennes ou seulement morales. Il ne reste rien de l'homme qu'un vaste mensonge, et la seule décence qu'il peut lui rester est d'essayer de comprendre comment il a pu tromper l'enfant qu'il fut. Car oui, en voulant s'emparer d'une condition et d'une situation autre que la sienne, Janco a tué l'enfant en lui. Il a tué une partie de son incorruptibilité, de sa droiture, de sa loyauté, pour ce qu'il fut et ses aïeuls avant lui. Alors vide de tout, il tente désespérément, de ses mains ensanglantées par ce crime métaphysique, de ressusciter le petit prophète assassiné. La richesse stylistique de ce texte est à la fois facile à identifier et pourtant infiniment renouvelée. Elle tient en grande partie à l'usage surabondant de la métaphore et de la comparaison, à cet équilibre déjà évoqué entre grâce et fragilité, et à l'enchâssement des thèmes du bréviaire. Dans un même passage, d'1 à 3 pages, peut être traité un sujet grave ou léger en usant indifféremment d'images empruntées à la mythologie, aux éléments, à la guerre, à la campagne, à la religion, au monde animal, à la politique, à la spiritualité, sans que la moindre pesanteur n'alourdisse les pages. C'est qu'une sorte de coton très léger entoure les mots et les dépose dans notre esprit avec la même égale précaution, que ce soit des mots violents ou assassins, ou au contraire apaisés et admiratifs. Nous pouvons ici évoquer à titre d'exemple L'œuvre noire de Marguerite Yourcenar, qui est à cet égard un roman remarquable. Richesse du style, mais surtout cohérence du style, cohérence dans le vocabulaire, cohérence dans les images, qui empruntent tout à l'alchimie bien sûr, et donc aux éléments, à la matière, qui empruntent aussi au sacré, et donc à la religion, au paganisme, qui empruntent à la richesse, à l'opulence, avec les tissus, les couleurs, la nourriture. Cependant, nous sommes dans un récit, et non dans un roman, où toute cette richesse stylistique est fournie par les aventures, par les objets, les paysages, les protagonistes. Bref, par les modalités qui donnent une épaisseur aux scènes et une logique, une teinte, à la progression de la trame narrative. Dans le récit de Janco, c'est avant tout l'individu, le seul individu, c'est-à-dire lui-même, qui supporte tout le poids de la création. Il n'y a pas de péripéties, presque pas d'autres personnages, aucun objet, aucun paysage ou à peine. Cette perfection stylistique est d'autant plus impressionnante qu'elle se concentre sur une épopée cruelle de la formation. C'est un récit d'apprentissage et de déception. Tout est mental, du souvenir vers le remords.
Les lieux et les personnes deviennent des symboles, des métaphores, des allégories. Signifiant et signifié n'auront jamais été mieux dissociés. L'aventure de la vie de Janco est avant tout l'aventure des représentations qu'il a de cette vie. Il ne fait que tirer des enseignements moraux des faits les plus banals. Il retrouve en somme les hauts sentiments hérités de ses lectures juvéniles dans la condition ouvrière de cette même jeunesse, mais il est passé de l'autre côté désormais. Il crée à son tour du haut sentiment pour son lecteur, ce que d'ailleurs nous ressentons sans la moindre difficulté. Et horreur suprême, son tour de force stylistique devient alors une impasse. C'est qu'il succombe à son tour au choix, à la caractérisation de son enfance, en vue d'obtenir des résultats, comme l'ont fait avant lui les auteurs qui ont manipulé leur bourgeoisie, leur pauvreté, leur abandon. Il continue de faire de la politique malgré son viscéral dégoût à son endroit. La malédiction tombe. Dieu est politique. La seule rédemption possible réside désormais dans le programme de ce récit. Tuer l'enfant et rappeler à tous les adultes qu'ils sont des meurtriers, plutôt qu'élever une statue à la gloire de son enfance et à l'homme accompli qu'il est devenu. Il n'y aura pas de pitié, pas de pardon, pas d'absolution. La richesse formelle est-elle à chercher du côté de la construction en miroir du texte ? Les personnages et les situations semblent s'évanouir pour mieux revenir, par petites touches, de manière plus ou moins régulière, pour préciser la richesse de ce moment et mieux évoquer ce qu'il a produit sur l'enfant ou l'adolescent. Il s'agit d'un système de poupées russes ou de vases communicants qui pourrait tourner à la démonstration et à la facilité, pourtant, à aucun moment, le retour à tel ou tel événement ne semble forcé ou artificiel. Janco en tire toujours de nouveaux enseignements ou éclaire une autre situation d'une lumière nouvelle, grâce au rapprochement de deux événements pourtant disparates. Michel Tournier, avec Le Roi des Aulnes, a aussi bâti son roman sur ce procédé de renvoi, et il est aussi un livre d'une qualité remarquable, fait de tension, de prosaïsme, de craintes bientôt élevées à une gigantesque allégorie, constituée de tous les ogres de ce monde, qui ont fini par s'agenouiller devant l'enfant, plutôt que le dévorer. Il en va de même dans l'usage de la trinité des pronoms. Je, tu, il. Janco parle, se parle, lui parle. Il creuse des gouffres entre lui et lui, tente de les combler, de les ignorer. Il se parle tantôt parce qu'il se raisonne. Il parle un peu plus loin, car tout passé est mort, et rien ne sert de martyriser sa débouille. Il lui parle enfin, parce que c'est ainsi que font les êtres en deuil pour trouver une consolation. Allant ainsi, au gré des nécessités, de l'effet à produire, d'un pronom à un autre, Janco existe seul, puis en double, puis en triple. Janco se multiplie et se différencie, s'abat et se reconstruit. Il est à la fois l'homme le plus seul du monde, criminel pourchassé, et l'enfant le plus entouré du monde, victime innocente. Il construit un cortège pour escorter ce petit homme et participe à la marche blanche car il endosse tous les rôles dans cette tragédie des années perdues. C'est pour cela que l'oraison funèbre est sans fin. En multipliant les allers et retours, en multipliant les personnes grammaticales, Janco cherche une faille dans son histoire, dans l'histoire des hommes, mais elle n'existe pas. Pour étouffer un pigeon, je vais t'apprendre, c'est facile. Tu serres doucement, et bientôt la tête d'Odeline, et sa fesse, en un mouvement d'une grâce extrême. Il est mort. Il ressemble à ces colombes de marbre ou de bronze que l'on voit parfois, au cimetière, sur les tombes des enfants. Cet âge est sans pitié. Non. Cet âge veut éteindre la vie d'une étreinte si forte
Ne serre pas trop fort. Une vie d'oiseau, ça tient à un fil. Est-ce qu'avec un peu d'expérience, on n'arriverait pas, à coup de pression délicate et mesurée, à provoquer 1000 petites morts et 1000 petites résurrections? Après la parution de ce livre, à cause de son volte-face intellectuel, Janco fut rejeté pour ne pas dire haï. On le déchut de sa position de toréador et de taureau. Le grand espoir, le grand exemple, devint un traître et un lâche. Questions politiques encore, que le rigorisme et le fanatisme moral éloignèrent de la littérature. Intransigeant, intègre, dur. Tels sont les mots qui peuvent qualifier le Janco qui a écrit ce livre. Le Janco conscient de son crime, et un temps seulement, à deux doigts de trouver dans la littérature, dans la qualité de sa littérature, les pouvoirs résurrectionnels d'un dieu. Janco fils de Janco, Janco père de Janco. Tout le corps de l'enfance est contenu dans ce texte, qui est à mon sens l'un des plus riches et des plus beaux de la langue française, et sûrement mondiale. Avec cette tentative démiurgique de résurrection de l'enfance, l'écrivain a bien failli se faire Dieu, et la littérature a bien failli connaître sa lumineuse fin. Mais l'enfant n'existe plus. Mais l'auteur n'est pas d'accord, et moi non plus avec ce qu'il s'apprête à dire. Mais qui du lecteur ou de l'écrivain a le dernier mot? Et il y a 5 ans, vous avez publié un livre qui, à mon avis, est peut-être votre meilleur livre, qui s'appelle Le meurtre d'un enfant. C'est pas vrai, c'est le spectre de la mort. Mais ça, c'est votre idée. Moi, j'ai la mienne. Mais croyez-moi, entre tous mes enfants, je sais quel est celui qui est le mieux fichu.